ça est toujours resté dans mes pensées, tu sais, que c'est fini le moment que gros négociateur, là, puis qu'il va tout prendre, puis l'autre va... C'est fini, ça, cette époque-là. Il faut s'assurer que tout le monde y gagne au change. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo podcast Meilleur humain, meilleur monde. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Nathalie Lehoux, femme de cœur et de tête, qui d'ailleurs, Nathalie, tu ne le sais pas, mais tu es la première femme interviewée après une série de, je crois que c'est notre 8e ou 9e enregistrement, fait qu'on avait très hâte d'avoir une femme sur notre plateau, si je peux dire ainsi. Également présent avec moi aujourd'hui, Normand Chadwick, qui est non seulement mon associé, mais également va jouer le rôle du sidekick, comme dit Normand, ou en tout cas de mon co-animateur. Je serai votre animateur pour la journée. Mon nom, c'est Tristan Laliberté. Et dans la vie en général, je ne suis pas animateur de radio ni de télé. Je suis un associé de Normand. On travaille ensemble dans un cabinet de services financiers dont le nom est Signature Patrimoine. Une division de Diversico Finances Humaines. Et notre raison de se lever le matin, c'est pour créer meilleure finance, meilleur humain, meilleur monde. Alors Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici aujourd'hui. On a pris le temps, évidemment, de lire ta bio avant de t'inviter. Je vais en lire quelques petits extraits qui ont attrapé mon attention et on va te faire jaser sur différents aspects. Alors, il y a une grosse partie de ta carrière qui se passe à gravir les échelons dans l'organisation des restaurants Pacini, passer du plus bas de l'échelle, comme tu le mentionnes toi-même dans ta bio, jusqu'à la présidence de l'organisation de 2014 à 2020. À travers ce parcours-là, évidemment, tu apprends toutes sortes de choses. Et il y a d'autres choses qui sont intéressantes aussi, beaucoup de formation de très haut niveau. Tu as fait un parcours à Harvard Business School, dont on va vouloir entendre parler, évidemment, avec 60 autres gestionnaires de 40 pays. Formation qui s'appelle Négociation 3D. Ça aussi, ça l'a capté mon attention, en tout cas. Tu t'es intéressé également au modèle Walt Disney sur l'expérience client et le service à la clientèle haut de gamme. Et d'un aspect un peu plus personnel, tu mentionnes également que tu es une femme d'affaires avec de grandes responsabilités et aidante naturelle pour ton conjoint atteint de la sclérose en plaques. Alors, voici plusieurs éléments de ta bio, lancés un peu dans toutes sortes de désordres. Et également, tu es panéliste, conférencière et membre du Cercle des présidents du Québec. Ça fait pas mal le tour des grands morceaux, mais c'est en 2 minutes résumé 30 ans de carrière ou quelque chose comme ça. Alors, Nathalie, parle-nous peut-être pour commencer un peu de ton parcours dans le groupe là, Pacini des restaurants. Parfait. Ben, si tu me permets, Tristan, d'entrée de jeu, je voulais vous remercier de m'accueillir, puis d'être la première femme. Et mon sens de l'humour fait que j'ai le goût de vous dire qu'il était temps. T'as bien raison. Parce que effectivement, on a encore du travail à faire, mais je suis honorée d'être la première femme. Alors, ceci étant dit, oui, effectivement, j'ai eu un grand parcours chez Pacini, mais il a quand même débuté parce que Pacini fait partie, et dans le fond, représente 18 ans de mon 30 ans d'expérience. Et j'ai travaillé au sein de différentes autres industries comme la technologie, compagnie cotée à la bourse. Et c'est là que j'ai commencé comme commis comptable à l'époque. Après une grande décision de vie où j'avais été acceptée au HEC, contrairement à toutes mes amies, et tout en souhaitant aller plutôt à McGill. Et ça a été une grande déception. Puis après un an, j'ai réalisé que c'était pas ça qui était mon chemin de vie. Alors, grande décision, j'ai décidé d'aller travailler en entreprise. Puis c'est là que j'ai commencé dans une entreprise de technologie. J'ai gravi les échelons là-bas aussi j'ai passé quand même 9 ans, là, qui est quand même une partie importante de ma carrière. Et j'ai commencé à la facturation. J'ai terminé comme VP Finance adjoint. On a procédé à 11 acquisitions en 9 ans. Donc, j'ai travaillé
sur les acquisitions, sur l'intégration des équipes, mais surtout sur la vente de l'entreprise, qui a coïncidé à la fin de mon emploi là-bas, évidemment, parce que quand on a des postes comme ça, souvent la nouvelle entreprise est déjà bien équipée. Alors, à travers ça, j'ai fait quelques compagnies en technologie et c'est en 2002 que je suis arrivée chez Pacini. Façon drôle un peu, sur une note anonyme. Donc, c'était une annonce dans le journal. La description de tâches me représentait totalement, mais j'avais aucune espèce d'idée quelle était l'entreprise. Finalement, ça fut une agréable surprise parce que j'étais déjà cliente Pacini à l'époque. On comprend que Pacini, au fil des années, a beaucoup changé, évolué dans son décor, ses produits et tout ça. Et j'ai été chanceuse de contribuer à toute cette belle évolution-là. C'est que je suis rentrée chez Pacini comme contrôleur. Et à l'époque, j'avais un beau terrain de jeu puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire côté technologie, côté affaires corporatives, tout le relationnel avec les franchisés. Moi, j'ai toujours adoré travailler en équipe. D'ailleurs, les finances, ça a toujours été mon entrée dans l'entreprise pour aller au cœur des opérations. Alors moi, les finances, parler des résultats passés, c'est pas ça nécessairement qui me faisait vibrer, mais c'était tellement une entrée naturelle pour aller comprendre les opérations. Fait que ma curiosité, moi, je me suis toujours considérée comme une éponge. Alors moi, j'apprenais, j'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont entouré, des mentors, puis j'avais tellement de questions, puis ils m'ont toujours laissé de la place pour dans le fond, travailler avec eux parallèlement. De sorte que tout ce qui est légal, tout ce qui était technologique, oui, finance, évidemment, ça fait partie de mon sac à outils, comme je dis, mais toute la compréhension des opérations, fait que c'est ce qui m'a permis de grandir chez Pacini également. Donc, en peu de temps, 2 ans plus tard, après mon arrivée, je suis devenue VP Finance. On avait procédé au rachat de l'actionnaire principal de Pacini à l'époque. Et ça m'a permis encore une fois de travailler sur la transaction avec les avocats. Et suite à ça, je suis devenue VP Finance Affaires corporatives, donc tout ce qui était le volet assurance, relations bancaires, vraiment le côté légal, là, qui est une grosse partie, également la technologie, pour finalement devenir première vice-présidente. Et j'ai été là plusieurs années et là, j'étais vraiment impliquée au niveau des opérations. Je disais toujours que moi, j'étais une bonne deuxième. J'avais toute mon autonomie. Vraiment, je tripais avec les opérations. C'est ce que je souhaitais. Et j'avais pas nécessairement d'aspiration pour la présidence. Et quand le propriétaire à l'époque m'a approché pour que je prenne la présidence, parce qu'on était dans un vent de développement à travers le Canada et l'Amérique du Nord. Bon, ça, c'est un petit peu féminin, je dirais, là, mais j'avais pas l'impression que j'avais ce qu'il fallait, puisque je n'étais pas le même profil que le président propriétaire à l'époque. Alors, pendant 3 ans, j'ai dit non. Je disais que j'étais une bonne deuxième, comme je disais, j'étais heureuse. Puis un jour, je suis allée à une conférence avec les affaires dans un cadre de femmes leadership féminin. Et Monique Jérôme-Forgette était la première conférencière. Puis elle est arrivée sur la scène et elle a dit, ma gang de bonnes deuxièmes, allez-vous vous réveiller? Alors, je vous dis que c'était un coup de batte de baseball. Et le soir même, j'ai accepté le poste de président que j'ai occupé pendant 6 ans. À travers cette époque-là, on souhaitait se distinguer, l'ancienne présidence, la nouvelle présidence. Alors, c'est là qu'on a fait un exercice de branding et que l'équipe de marketing est en venue avec une conclusion suite à un sondage auprès de pairs, des relations d'affaires, des fournisseurs, et m'ont dit, ben toi, tu es une happy présidente. C'est pas juste dans le sens jovial, là. Oui, effectivement, je suis quelqu'un qui aime bien rire, avoir du plaisir. Moi, le bonheur au travail, le bien-être au travail, ça a toujours été une préoccupation. Je me suis toujours dit que si moi, j'avais besoin de ça pour me lever le matin, que mes employés avaient sûrement le même besoin. Alors, mais ce branding-là représentait aussi mon côté structure, organisation, écoute. J'aimais beaucoup. J'ai toujours aimé travailler avec les équipes sur place, mon équipe. Alors, j'ai adopté ce branding-là d'Happy Président, puis ça a été vraiment, ça a fait boule de neige, ça a fait beaucoup rayonner Pacini parce que, bon, personne n'avait jamais vu ça. J'étais la première Happy Présidente du Canada et personne n'a pas fait de recherche aux États-Unis parce que quelqu'un avait peut-être déjà pensé à ça avant, mais
Ça pour dire que ça a fait jaser. Puis moi, au début, j'étais un peu mal à l'aise de sortir ma carte, hein, parce que j'étais happy présidente. Qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais leur dire ça? Mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup fait de développement d'affaires et de réseautage. Je jasais avec les gens. Puis quand à la fin, je leur mettais ma carte, ils disaient ah, c'est tout à fait toi. Tu sais, fait que, honnêtement, j'ai jamais eu de commentaires à cet effet-là. Fait que ça a beaucoup fait rayonner Pacini, mais ça m'a aussi fait rayonner sans le savoir nécessairement à ce moment-là, parce que moi, dans ma tête, j'étais chez Pacini jusqu'à la fin de ma carrière. On était en gros développement. Et bang, la pandémie nous est tombée dessus comme beaucoup d'autres industries, mais on sait que la restauration était particulièrement frappée là, à ce moment-là. Fait que ça a été mon passage chez Pacini, mais c'était, j'avais un plan de match de développer à travers l'Amérique du Nord avec tout le nouveau concept de Pacini. Pour moi, c'était déjà commencé. J'avais fait des missions commerciales. Alors, pour moi, c'était tout un arrêt brusque. Puis, on allait bien. On avait ouvert des restaurants dans l'Ouest canadien. Alors, c'était vraiment un arrêt brusque. Nathalie, comment la bonne deuxième devient la première happy présidente? Puis tous ces plans-là que tu viens de nous décrire, ce plan d'expansion-là, c'est quand même majeur, là. Donc, tu te sentais pas un peu retenu dans ton rôle de bonne deuxième avec, j'ai comme l'impression qu'il y a eu vraiment une éclosion incroyable à partir du moment où la happy présidente a mis ses habits pour faire tout ce que tu viens de nous décrire, là. Mais en réalité, c'est que même si j'étais première vice-présidente pendant plusieurs années, moi, j'étais un peu de même. J'avais toujours besoin de le faire avant de prendre officiellement le rôle. Ça fait que j'avais eu de la pratique avant. Puis je pense que ce qui était un facteur, comme j'ai dit, c'était le rayonnement. Puis moi, j'ai toujours été assez... moi, je suis accessible, je suis authentique. Moi, je voulais pas qu'il y ait deux Nathalie. Il fallait qu'il y ait une Nathalie, elle était appelée présidente, puis il n'était pas question que ça soit pas moi. Ça, c'était ma seule condition quand j'ai accepté de prendre le titre, avec elle, je signais officiellement les contrats. Fait que pour moi, il ne fallait pas qu'il y ait deux Nathalie. Fait qu'à partir de là, je pense que les gens l'ont ressenti. Même, je me souviens, mes premières entrevues avec des journalistes, c'était quand même quelque chose. Puis moi, je me gênais pas de leur dire, hey, vous savez, vous êtes ma première entrevue à vie. Fait que j'allais souvent chercher le support des gens. Puis ça a été comme ça, la même chose avec les équipes. Moi, j'ai toujours mis la main à la pâte. J'ai toujours été proche du terrain. En fait, c'était ça qui m'intéressait. J'étais proche des employés de Pacini, des franchisés. J'ai organisé la première rencontre en 40 ans où tous les employés du Québec étaient réunis. Évidemment, c'était pas évident, on pouvait pas les réunir tous à la même endroit, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, on a fermé les restaurants pour une après-midi, puis j'ai créé, on était au Théâtre de l'Étoile, on savait pas à ce moment-là, on était avant-gardiste parce qu'on a créé la première rencontre virtuelle. On savait pas que les années suivantes, ça serait la grande mode, et tous, on diffusait en même temps dans des cinémas ou dans des restaurants très, très loin. On avait fermé le restaurant. On leur a fait un genre de tapis rouge. Alors, tous les employés ont été convoqués et on leur a présenté le plan de marketing, les nouveaux produits. Tu sais, pendant longtemps, je me promenais après dans les restaurants, puis les employés m'en parlaient. Ils se sont sentis interpellés, puis je pense que ça comptait. Puis ça venait d'où, ça? Je me promettais ça depuis que j'étais chez Pacini. Mais moi, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé chez McDonald's. Puis un jour, le propriétaire avait 4 restaurants sur la Rive-Sud, puis il a organisé une rencontre où, là, je vais me faire vieillir un peu, mais il avait lancé le McRib, ça n'a pas fait long feu, mais tout ça pour dire qu'ils ont fait une grosse célébration dans un hôtel à Longueuil. On était tous invités, employés, ils nous faisaient la promotion du produit, toute la campagne marketing autour de ça, on goûtait, bref, je m'étais sentie impliquée puis considérée. Puis je me disais, un jour, je vais faire la même chose avec les employés de Pacini, puis ça a été le même résultat. Fait que moi, je dirais que le côté humain a fait que j'ai réussi à... Puis j'avais une équipe plus près de moi qui était... On s'amusait à dire des fois que à l'impossible, tous sont tenus, tu sais, c'est pas ça l'adage, là, mais avec moi, je disais tout le temps, ah non, on va être capable, c'est pas possible, mais on va réussir. Mais on a eu du plaisir aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec mon équipe. C'est sûr que c'est pas un long fleuve tranquille, là. On a eu des montagnes russes. À travers ça, on a fait l'acquisition de Commensal, qui était dans l'agroalimentaire,
avec la chaîne de restaurants commensaires qu'on connaît, là, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, tu sais, ça, c'était pas, mais j'arrivais toujours au bureau, puis moi, c'est la bonne humeur, puis malgré tout ce qui pouvait se passer, pour moi, c'était au cœur. Puis, tu sais, pour faire un peu un lien avec ce que tu disais tantôt sur ma vie comme aidante naturelle, ben moi, le travail, c'était mon social. Parce qu'à la maison, on vivait autre chose. Fait que pour moi, c'était encore plus important, tu sais, le contexte au travail. Fait que je dirais que c'est un peu tout ça qui a fait que, tu sais, à travers, puis c'est pour ça que je suis allée d'ailleurs à Disney, parce que moi, j'avais la croyance que, tu sais, comment c'est important de prendre soin de nos employés. Tu sais, moi, la culture d'entreprise, ça fait longtemps que j'en parle, mais Disney, pour moi, c'est sûr que c'est une méga grosse entreprise, mais j'ai été suivre une conférence là-bas. La conclusion, là, après 3 jours, c'est que si tu prends soin de tes employés, par défaut, ils vont prendre soin de tes clients. Fait que toute leur belle théorie de service à la clientèle, ben, ils commencent déjà avec leurs employés. Puis les employés puis j'ai même après ces 3 jours-là, j'ai resté sur le site pour aller vivre ce qui se passait. Puis c'est ça, les employés, ils font vivre la magie, mais tu sais, il n'y a pas de magie sans magie. Il faut que les gens, j'ai eu la chance de visiter ce qu'ils appellent le tunnel, là, qui est l'endroit sous Disney où les employés sont. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir continuer leur vie personnelle à travers ça. S'ils sont aux études, tu sais, on arrive sur le site et il y a une garderie où il y a l'espèce de navette pour les emmener dans chacun de leurs parcs, parce que c'est grand. Il y a une garderie, il y a l'endroit pour aller changer leurs costumes qui sont nettoyés, ils ramènent leurs costumes sales. Tout est fait pour que les employés soient bien et par défaut, ils vont être de bonne humeur avec les clients. Fait que c'était ça, puis ça, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que je croyais sincèrement à ça, puis de le voir avec un si grand succès commercial, ça m'avait vraiment touchée. C'était comme, OK, oui, c'est ça qu'il faut faire. Fait que je suis revenue avec des changements, d'ailleurs, chez Pacini à l'époque, parce que la communication chez Disney est au cœur de tout, de toutes leurs relations. Les employés qui soient concierges, qui soient dans un parc thématique ou dans un kiosque, qui sont au courant de tout ce qui se passe partout sur le site de Disney. Comment? Parce qu'ils ont une brochure dans leur poche genre, ils ont les horaires, ils ont tout. Fait que quand il y a un client qui leur pose des questions, ils sont capables de répondre à tout. Puis d'ailleurs, on a développé à l'époque ce genre de pamphlet-là pour les gens de service et pour les gens de cuisine. Fait que je croyais beaucoup à ça, la communication. Fait que c'était un moment. Puis l'autre côté, à travers mon voyage comme présidente, ben quand on parlait tantôt de la formation à Harvard, Business School, c'était une semaine, comme je disais, je m'amusais à dire que j'étais avec l'ONU parce que les participants étaient de tous les pays. D'ailleurs, on était là quand un soir, on a appris que je sais pas s'il appelait le président, là, mais le roi d'Arabie Saoudite était décédé. Puis on avait des gens là-bas. Fait que, tu sais, disons que c'est pas des discussions qu'on a d'habitude dans nos salons, là. Tu sais, c'était incroyable. Puis on s'est côtoyés pendant une semaine de temps. On couchait dans un dortoir. Fait qu'on vivait vraiment ensemble. Puis la négociation en 3D, c'est 3 dimensions de négociation. Puis je vais résumer ça de façon vraiment simple, là, mais tu sais, quand tu négocies avec quelqu'un, puis que tu arranges qu'il gagne son compte, lui, avec, mais toi aussi, tu vas. Puis si il gagne encore plus, ben, toi aussi, tu vas gagner encore plus, tu sais. C'est simpliste ce que je vous dis là, mais ça est toujours resté dans mes pensées, tu sais, que c'est fini le moment que gros négociateur, là, puis qu'il va tout prendre, puis l'autre va. C'est fini, ça, cette époque-là. Il faut s'assurer que tout le monde y gagne au change. Puis bon, il y a toutes sortes de stratégies, évidemment. On a eu des conférenciers incroyables, mais grosso modo, c'est ce que j'ai retenu. C'est fini l'époque qu'on tire la couverte juste de notre bord. Il faut trouver un moyen que tout le monde y trouve son compte, puis tout le monde soit content. C'est sûr qu'on ne rencontre pas toujours des gens qui ont cette attitude-là, mais il faut aussi apprendre à faire un pas de recul aussi pour réfléchir. Je me souviens, moi, à l'époque, je disais toujours, moi, je pense que quand on avait des choses à négocier soudainement, là, qui arrivaient au travail,
je disais des fois, mon Dieu, on dirait que j'ai pas de guts, tu sais, je suis pas capable de monter aux barricades tout de suite. Non, c'était pas ça. Moi, j'ai appris avec le temps à faire un pas, que quand moi je faisais un pas de recul, puis que là, j'avais tout en tête mes options, mais quand j'arrivais, je remontais, là, puis j'arrivais aux barricades, comme je disais, mais j'avais mon plan A, B, C, puis j'étais prête. Fait que moi, tant que j'étais pas prête, fait que ça m'a montré aussi ça, de toujours, tu sais, d'avoir une alternative. Il y avait une expression là-bas, mais de toujours avoir une alternative à pas d'alternative, tu sais. Tu peux Ouais. pas frapper un mur. Fait, fait que ça aussi, ça a été vraiment enrichissant. Wow! Ça, là, honnêtement, ça va rester longtemps. Tu sais, je me suis sentie vraiment privilégiée d'avoir pu accéder à ça, mais c'est resté avec moi. Puis dans toutes sortes de, tu sais, on pense aux grandes négociations, mais c'est que des fois, ça fait partie de notre day-to-day, puis ça fait qu'on est aussi une meilleure personne, tu sais, au lieu de toujours vouloir tirer la couverte de notre bord, là. Fait que c'est ça un peu que une longue réponse, normalement, là, mais tu sais, qui a fait que mon parcours chez Pacini, tu sais, je me suis bien fait entourer, puis c'est comme ça que je pense qu'on a avancé. Tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire tantôt. Tu as dit à l'impossible, tous sont tenus. Ouais. La prochaine fois, je vais dire, je crois que c'est Gaston Miron, notre grand poète québécois, qui a dit soyons réalistes, visons l'impossible. Mais je veux juste, je suis pas certain que c'est bien et bien une quote de lui, mais si je me trompe pas, c'est une citation de Gaston Miron. Mais en fait, ce que on dit, on entend, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Tout à Alors que fait. moi, chez nous, il disait à l'impossible, tous, on est, tu Ah sais, ouais. on est, fait que c'était un peu un running gag parce que moi, j'étais toujours convaincue qu'on va y arriver, puis je travaillais avec mes équipes, puis on a fait des affaires incroyables là, en gang, là. Tu as dit d'entrée de jeu avant, tout juste avant l'entrevue, que évidemment une grosse partie de qui tu es vient de le fait que tu étais notamment ben, très impliqué, là, tu sais, comme on l'entend, très passionné dans ta vie professionnelle, mais également tu avais tout un défi à la maison comme aidante naturelle. Et tu as dit d'entrée de jeu que vraiment c'est ces deux choses-là qui ensemble fait qui tu es et a fabriqué Nathalie Lehoux. En quoi le fait d'être aidante naturelle t'a fait grandir et en quoi ça devient, je veux dire, plutôt vu que c'est un podcast qu'on adresse aux gens d'affaires, en quoi tes apprentissages personnels te sont utiles dans ta vie de femme d'affaires? C'est drôle parce que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement dans une conférence, puis quand elle a su que j'avais été aidante naturelle, je vais garder ce qu'elle m'a dit pour dans quelques minutes, là, mais c'est la première fois que ça m'a fait réaliser que effectivement, ça avait eu un apport intéressant dans ma vie professionnelle. Effectivement, mon conjoint maintenant est décédé là, depuis 12 ans, mais j'ai été 15 ans son aidante naturelle et il est resté à la maison jusqu'à la fin. Il est décédé à la maison. Puis ça, pour moi, c'était tellement important, tu sais, qu'il y ait une qualité de vie parce que la sclérose en plaques, particulièrement pour les hommes, là, c'est très difficile. Ce n'est qu'une perte dégénérative, là, 3 années, entre autres, dans un lit d'hôpital quadraplégique, là. Ça fait que, sauf que André, mon conjoint, était une personne honnêtement incroyable. Jamais en 15 ans, je l'ai entendu se plaindre ou chialer. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais dit, parce que ça l'affectait ses yeux qui bougeaient toujours. Tu sais, tout pour nous mettre ses nerfs, là. Tu sais, je le voyais, comment il vivait ça. Puis j'avais dit, hey, t'as le droit de crier, là. Tu sais, t'as le droit de laisser sortir ce que tu ressens. Tu peux pas tout garder ça en dedans. Puis là, il m'avait dit, mais Nathalie, moi, tout ce qui me reste dans la vie, c'est les êtres humains. Puis si je veux pas les faire fuir. Écoute, c'est toute ça avait été toute une leçon de vie. Puis moi, ça a fait aussi, ben moi, j'avais promis qu'il resterait à la maison. L'autre promesse, parce que on savait pas nécessairement toutes les conséquences, fait que j'ai créé une PME chez nous. Parce que, évidemment, moi, j'avais ma carrière, puis j'avais pas le choix d'aller travailler pour faire vivre l'ensemble de l'œuvre, comme je disais. Alors, j'avais des gens qui venaient du CLST, j'avais quelqu'un qui était rémunéré dans le jour pour le tenir parce qu'il ne pouvait plus rester seul. Et moi, je revenais à 6 heures le soir pour prendre la relève, la même chose les fins de semaine. C'est sûr que ça a fait aussi que, ben, d'abord, comme j'ai dit tantôt, mon côté social, il se passait au bureau beaucoup parce que moi, ma vie était vraiment
très, très rangé, là. Je ne vais jamais le laisser seul le soir ou la fin de semaine. Mais ça m'a donné beaucoup de temps parce qu'il se couchait tôt pour travailler. Fait que souvent, je travaillais le soir sur mon ordi. Ça m'a laissé du temps aussi pour penser. C'était comme mon équilibre. Puis moi, je suis une personne dans la vie qui a des boîtes dans sa tête. Fait que j'étais capable, quand je partais le matin, à titre d'exemple, sachant qu'il était en sécurité, j'étais capable d'ouvrir ma boîte pour le travail, puis d'être concentrée, puis que s'il y avait quelque chose, je savais qu'il m'appellerait pour me dire hey, ça serait mieux que tu viennes à la maison. Fait que c'était mon équilibre à travers tout ça. Moi, j'ai toujours su qu'un jour, ça serait mon tour parce que je savais, lui, il y avait une épée de Damoclès sur la tête. Fait que je me disais, hey, moi, je sais que j'ai encore plein de bonnes années, mais pas lui. Fait que ça, pour moi, ça m'a toujours. Fait que ça a fait que moi, l'empathie, ben, je pense qu'on est avec ça, là, c'est la grande mode actuellement. Il en parle un peu partout là, dans les articles, l'empathie et la vraiment une qualité de gestionnaire qui va être vraiment importante. Là. Moi, je l'ai toujours eu, mais je pense qu'elle a encore plus développé avec mon conjoint. Ça fait que veut pas. Je comprenais aussi conciliation, travail, famille, là, avec les mères, les femmes qui géraient leur travail, les enfants. Moi, je n'avais pas d'enfants, mais j'avais un mari qui était aussi prenant que des enfants. Fait que ça m'a donné beaucoup cette compréhension-là aussi. Fait que quand j'arrivais au travail, j'ai toujours été considérée comme une personne très humaine, quoique moi, j'étais très organisée, puis on avait des objectifs, mais je comprenais, puis j'essayais de trouver des solutions pour permettre à tout le monde de survivre, comme je disais, à travers tout ça. Et ben c'est ça, ça a duré 15 ans, il est décédé. Ça a été un moment, j'ai même dernièrement commencé à écrire sur le sujet, mais dans tout moi j'ai vu ça arriver, j'ai vu son décès arriver, on savait qu'il y avait il y avait une fin imminente, on savait pas quand, puis le médecin me dit qu'il avait dépassé de 9 ans son espérance de vie parce qu'ils étaient heureux d'être chez eux. Quand les gens du CLSC qui arrivaient le matin puis qui lui demandaient comment ça va, André, il répondait toujours, moi, j'ai la joie de vivre. C'est des mots qui voulaient dire beaucoup. Puis c'était vraiment ça. Lui était heureux dans son. D'ailleurs, c'était un très bon ambassadeur pour Pacini. Il parlait de Pacini comme s'il avait été mangé au Pacini alors qu'il était plus capable de manger du solide. Tout le monde disait, il vendait les produits Pacini aux gens qui venaient autour. C'était quelqu'un, c'est vraiment que les gens se sont beaucoup attachés. Fait que c'est des gens qui étaient là aussi qui avaient le goût de nous supporter. Tu sais, on a créé ça a été intense parce que le service d'aide des CLSC existait pour les personnes âgées à l'époque. Ça commençait pas à 7 heures le matin. Parce que nous autres, on a d'autres besoins. Moi, il fallait que je parte travailler. André, au début, travaillait. On a fait, moi, j'ai pas fait de négociation 3D, disons. On va dire ça de même. J'ai surtout foncé puis défoncé des portes pour essayer d'aller chercher des services qu'il n'y avait pas, mais ultimement, on les a eus. Ça a été quand même, ça a été un apprentissage aussi. J'ai toujours dit après son décès que un jour, quand je retrouverais mon énergie suite à tout ça, que je reprendrais mon bâton de pèlerin pour aller parler aux autres instances pour expliquer comment ça se passe dans le maintien à domicile. Puis quand on encourage le maintien à domicile versus dans des CHSLD, ben il faudrait être supporté parce qu'on sauve beaucoup de coûts au système de la santé quand on est en maintien à domicile, mais c'est encore une belle discussion à développer. Ça fait que, suite à ça, moi, j'anticipais son décès. J'ai vu, quand il est décédé, on a eu 3 jours ensemble à la maison. J'ai toujours dit qu'on était allé à la fin, jusqu'à la fin de notre histoire. Puis après son décès, le lendemain, j'étais encore dans le même mode, let's go. Là, il fallait retourner tous les équipements médicaux. Quelqu'un m'avait dit ça n'a pas de bon sens. Moi, j'avais juste un lit simple puis un lit d'hôpital dans ma chambre. Fait que là, un matin, tout organisé funérailles, un matin, après les funérailles, tout était comme d'habitude, pas pire organisé. Et là, je décide, après les funérailles, le lendemain, je me lève, bon, ben c'est ce matin que je m'organise une chambre à coucher, je pars, je m'en vais au magasin de meubles, je choisis mon set de chambre, je paye, et comme je viens pour retourner à mon auto, je suis plus capable de marcher. Alors, c'est ce qu'on appellera mon craquage. Et le craquage a été personnel et professionnel. Ça a commencé personnel, je suis plus capable de marcher pour me rendre à mon auto. Hein.
je pense que ça m'a pris 15 minutes de la porte de la porte du centre du magasin à aller à ma voiture. Puis comme d'habitude, ben, je ne demandais pas d'aide. Ça fait que j'ai pas pensé d'appeler personne. Ça fait que je me suis rendue à ma voiture, puis j'étais à Brossard, je demeurais à Boucherville à l'époque. Ça m'a pris 1 heure et demie de m'en retourner chez nous parce que après quelques kilomètres, j'ai passé par la ville, j'étais obligée de m'arrêter sur le bord de la route, puis je tombais quasiment endormie dans l'auto. Je me suis rendue chez nous, de peine et de misère, et j'ai pas pu rentrer dans la maison. J'ai vu ma balançoire dans le cours, puis j'étais allée perdre connaissance, comme je dis, je sais pas combien de temps sur la balançoire. Ça a été vraiment un moment difficile. Heureusement, avant le décès de mon conjoint, j'étais bien accompagnée par une coach. Puis elle m'avait dit, ça va t'arriver, là. Tu sais, le deuil, là, même si tu sais que ça s'en vient, ça va t'arriver, là. Ben, moi, je disais, ben, voyons, je suis prête, je sais qu'on s'en va vers ça. Puis j'étais en forme à l'époque, je marchais à tous les matins. Puis, ben, ça m'a frappée. Puis, ce que ça a créé un moment où j'avais l'impression de plus être capable de rien faire dans la vie, puis surtout ne plus avoir rien. Moi, ma maison, là, c'était comme une ruche, là. Il y avait toujours du monde, puis soudainement, il y avait juste l'écho dans ma maison. Et j'étais complètement seule. On n'avait pas eu d'enfant parce qu'on avait choisi qui privilégier qui reste à la maison. Fait qu'à l'époque, on avait dit c'est mieux de ne pas avoir d'enfant. Fait que soudainement, ça a été comme mais ma coach me disait, tu vas voir, ça va revenir comme c'est parti. Mais on n'a pas le choix dans la vie. Quand il y a un deuil, il faut le vivre. On se souvient de le vivre plus vite que plus tard parce qu'il nous rejoint toujours. Et elle avait raison. Ça fait que je fais le parallèle un peu avec ce qui s'est passé avec Pacini aussi quand ça s'est terminé brusquement. Ben, il y avait un deuil, puis j'avais un deuil aussi avec André, qui n'était pas le même deuil, mais qui avait un moment où je devais. Puis effectivement, elle avait raison. Et là, je me suis mis à savourer tout ce qu'il y avait dans la vie. Ça faisait des années que j'étais un peu plus confinée à la maison. Alors, j'allais marcher, puis je disais, je vais marcher le matin, j'entends les oiseaux, au contraire que moi, je marche dans les airs. Tu sais. Soudainement, c'est comme si j'ai retrouvé tu sais, le soleil. Je me souviens, j'avais été souper avec un ami, parce que moi, je sortais jamais le soir puis les fins de semaine, parce qu'il fallait que je revienne à la maison. J'avais été souper avec un ami, puis on mangeait du poulet portugais. Puis là, je n'arrêtais pas de dire, ah, il est donc ben bon, le poulet. Puis là, il me dit, ben là, Nathalie, c'est toujours bien juste du poulet, tu sais. Fait que là, je dis, oui, mais tu comprends pas. Du poulet assis sur une terrasse dehors avec quelqu'un en train de jaser en prenant un verre de vin. Penses-tu qu'il est bon, mon poulet? Fait que j'ai été une longue période que je savourais. Puis j'ai recommencé aussi parce que c'était dur au travail. J'avais l'impression que j'étais plus capable de rien faire. C'était que tout était une montagne. Je me souviens quand je suis revenue au travail après 2 semaines, on me demandait quelque chose, je m'en allais dans mon bureau pleurer. J'avais l'impression que je ne retrouverais plus ma drive des années, des années passées. Mais c'est l'adrénaline qui avait lâché, le deuil par-dessus tout ça. Puis ça a fait son temps. Puis ce que j'ai appris, tu sais, on a toujours des apprentissages, puis c'est le fun des fois d'en reparler parce que ça nous les rappelle aussi. Mais j'ai réalisé que je travaillais moins d'heures au retour. Je n'étais plus capable de faire des semaines comme je faisais avant. Puis j'ai réalisé que j'accomplissais la même chose. Parce que, dans le fond, des fois, quand tu travailles, à un moment donné, tu n'es plus efficace, là. Tu es fatigué, puis tu fais des heures pour rien, probablement. Puis, fait que j'ai réalisé ça. Fait que je suis contente de vous le redire aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça me le rappelle aussi. Fait que là, Parce tu viens de nous que, raconter un peu le deuil du décès de ton conjoint. Tu ouais, as parlé aussi rapidement tu as vécu un deuxième deuil qui est ton deuil ouais. professionnel. En 2020, la pandémie éclate, tu as Mm. 150 millions de belles visions pour l'entreprise, mais ça prend fin. Comment as-tu rebondi entre 2020 et 2023? Ben, en fait, ce que j'ai omis de dire tantôt, on a dit ma carrière professionnelle, mon conjoint, mais un troisième élément important, c'est mon implication au fil des années. Depuis sûrement 25 ans, dans différents organismes, dans plusieurs conseils d'administration, de comités. Je t'ai entendu parler du Cercle des présidents tantôt, ça s'est terminé là, en 2021, mais j'ai été 4 ans avec eux sur leur conseil d'administration, mais j'ai fait ça et je le fais toujours. Je suis encore impliquée sur des conseils d'administration. Fait que ce que ça m'a permis au moment où là, j'ai un autre deuil, une autre nouvelle m'a vraiment a changé le cours de ma vie parce que moi, mon chemin était fait. J'avais déjà une relève à l'interne. J'avais un plan de marche pour le développement aux États-Unis. Là, tu sais, vraiment, c'était tout clair dans ma tête.
Ben, ce que je dirais, première des choses, c'est que j'ai réalisé que mon plus grand actif à ce moment-là, c'était mon réseau d'affaires. Parce qu'au fil des années, à travers, et par Pacini, le développement d'affaires, mais aussi par mon implication, j'ai développé un réseau. Puis ce réseau-là, je l'ai gardé. Tu sais, il m'a suivi, puis il me suit encore à travers mon parcours. Alors là, les premiers mois, la même coach que j'avais eue quelques années avant pour mon conjoint m'a dit là, faut pas que tu partes en peur, puis tout de suite, tu commences à regarder qu'est-ce que tu vas faire pour la suite. Tu as besoin d'assimiler tout ce qui se passe. De toute façon, j'étais comme un zombie, là. Je n'étais même pas capable de me concentrer. Fait que là, elle m'a dit, faut que tu retrouves tes plaisirs personnels. J'ai dit, boy, plaisir personnel. Je travaillais la semaine, durant le jour, comme présidente, mais j'étais impliquée le soir. J'avais de quoi tous les soirs, tellement que j'avais un nouveau condo très bien positionné. Puis je disais, je sais pas si je vais vivre dans ce condo-là un jour parce que j'étais jamais là. Alors, je sais aussi aujourd'hui qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que j'ai vécu 3 ans dedans avec la pandémie. Heureusement, il y avait une belle vue, ça a aidé au séjour. Mais tout ça pour dire que j'ai pas eu le choix cet été-là d'essayer de retrouver mes plaisirs. Puis ça s'est passé par le fait qu'on avait une piscine dans notre copropriété que j'avais jamais utilisée. Et là, tous les matins, j'allais me baigner toute seule. Au début, j'étais pas capable de faire d'autre chose que de me baigner. Mais avec le temps, les plaisirs ont réapparu. Puis 3 mois plus tard, c'est l'engagement que j'avais avec ma coach là, de ne pas commencer rien avant. 3 mois plus tard, j'ai commencé, je savais plus, honnêtement, je savais ce que je voulais plus, mais je savais pas ce que je voulais. Et j'ai commencé à reparler aux gens de mon réseau, mais pas pour me chercher un emploi, plus pour jaser avec eux. Et c'est ce qui devait arriver est arrivé probablement, mais à un moment donné, j'ai eu 4 demandes pour un vendredi pour des Zooms. Puis c'était des partenaires d'affaires. Puis on est comme 6 mois plus tard, là. Fait que, tu sais, qui ont toujours continué à penser à moi. Ça, pour moi, c'était un beau cadeau de la vie. Puis les 4, ils se connaissaient pas, ils voulaient me faire valoir la consultation. Moi qui n'avais jamais considéré ça, parce que moi, je suis une fille d'équipe, le sentiment d'appartenance à une organisation, pour moi, c'est important. Fait que là, j'ai dit, ben, 4 différents qui me parlent de ça, il faudrait peut-être que je regarde les options. Puis ils me disaient tous avec ton expérience, tu sais, dans le fond, un peu avec ma vision 360 de l'organisation. Ça fait que j'ai décidé d'explorer ça. Puis, peu de temps après, j'ai été approchée par des groupes pour faire du développement d'affaires pour eux. En fait, ils voulaient accéder à mon réseau d'affaires. Fait que là, ils me faisaient encore plus prendre conscience que j'avais un bel actif que j'ai fait pendant 1 an et demi. Ça m'a permis de remettre, tu sais, ça m'a tenu occupée, mais ça m'a surtout permis de voir, OK, je suis bien dans ça, qu'est-ce que je veux pour la suite? Pour me rendre compte que moi, être entremetteuse, j'ai toujours fait ça naturellement. Moi, si je considère que je rencontre quelqu'un puis il devrait parler à l'autre personne, là, c'est sans demande de rémunération, là, j'ai toujours fait ça. Là, j'étais rémunérée pour faire rencontrer des gens, mais ça me donnait pas grande satisfaction parce que je voyais pas la suite. Je voyais pas comment ça avait contribué à améliorer leur situation quand je parle des entrepreneurs clients qui se signaient avec les 2 groupes. Fait que j'ai fait comme, OK, moi, j'y trouve pas, là, moi, ma raison d'être, là, de ce besoin de contribuer est pas du tout servie. Fait que ça m'a forcé, tout en continuant, à me développer un offre de service que j'ai débuté en 2023, qui est un parcours entre femmes. Parce que au fil du temps, je me rends compte comment les femmes, on n'ose pas. Tu sais, moi, ça m'a pris 3 ans là, à dire oui à la présidence. Comme je dis toujours, si je peux leur sauver une couple d'années. Puis, tu sais, je parle pas de rien qui est théorique. Je leur parle tu sais, de la réalité des autres femmes que je côtoie. Qu'est-ce que j'ai fait à travers les années? Puis, je leur fais faire le fameux sondage auprès de leur père, qui est un très beau cadeau de la vie. Bref, j'organise des cohortes de 10 femmes. En plus, ça leur permet de se créer un réseau de femmes aussi. Moi, je suis pas contre les réseaux avec les hommes, là, j'en ai plein. Mais je pense que c'est important pour les femmes. Moi, j'ai 2 réseaux de femmes depuis plus de 10 ans. Puis, on a vraiment un échange. C'est sûr qu'avec le temps, on devient des amis, là, mais fait que j'ai développé ce parcours-là. Puis, ça a bien été. J'ai fait ma première cohorte. Ça a été un succès, justement,
on a un 5 à 7 avec l'ensemble la semaine prochaine. C'était quelque chose qui a parlé aux femmes. Mais encore là, j'ai décidé de me faire accompagner avec une coach plus professionnelle parce que la conversion, moi, c'est sûr que quand je rencontrais une femme, j'ai donné beaucoup de conférences, là, que ce soit avec les affaires, le réseau des femmes d'affaires, dans plein de contextes. Puis j'avais de la conversion, les gens disaient ah oui, mais j'ai le goût d'aller suivre ça avec toi. Mais je disais hey, c'est long, moi, une femme à la fois. Fait que je m'étais faite accompagner par une coach, puis qui m'a finalement fait réaliser que je sous-utilisais mes 30 ans d'expérience. Ça m'empêche pas de continuer mes cohortes, mais elle dit il y a tellement d'entreprises fragilisées par la pandémie et que moi, j'ai une attirance naturelle pour les PME, les entrepreneurs, les PDG, et je le vois à quel point ils ont été impactés. Tu sais, moi, j'en ai connu des enjeux là, à travers mes périodes comme gestionnaire, mais d'avoir une pénurie de ressources humaines, l'augmentation des coûts d'approvisionnement, les coûts de transport, les taux d'intérêt, ça finit plus. Le remboursement des prêts qu'ils ont reçus dans le cadre de la pandémie, ils sont vraiment happés. Puis je sais c'est quoi quand même quand on est à la tête d'une entreprise, à un moment donné, c'est beau nos équipes, mais on est un peu seul avec nos enjeux. Fait que j'ai décidé d'abord, quand j'ai reparti à mon compte, j'ai décidé de devenir happy consultante. Tout le monde me connaissait comme happy présidente. Fait que j'ai dit, bon, ben tout le monde va comprendre que c'est moi qui ai continué comme consultante. Mais j'ai décidé de reprendre ma posture de happy présidente parce que je veux accompagner les PDG et les entrepreneurs qui sont présidents de l'organisation comme ex-présidente puis qui comprend ce qu'ils ont. Puis moi, je veux aller au-delà de la consultation traditionnelle. Je veux pouvoir mettre l'épaule à la roue, tu sais, je veux travailler avec eux autres. Je veux pas faire une analyse pendant 40 heures puis faire un rapport en 50 pages, non. D'abord, je reviens à la question tantôt, ça m'amène à répondre, qu'est-ce qui fait que d'avoir été une aidante naturelle, ça a contribué à ce que je suis aujourd'hui? Ben justement, la dame que j'ai rencontrée, qui a été headhunter pendant plusieurs années pour des hautes sphères, quand elle a su que j'avais été aidante naturelle, elle m'a dit, savais-tu que quand j'ai rencontré des gens pour des postes, des hauts postes, puis que j'apprenais qu'ils étaient j'ai toujours vu que c'est des gens qui avaient une meilleure compréhension, vision 360 de l'organisation parce qu'ils voient tout ce qui se passe partout. Fait que j'avais jamais réalisé que ça avait pu contribuer à ça. Moi, j'ai toujours pensé que c'était ma curiosité, mais effectivement, j'ai une vision 360. Tu sais, moi, je suis une généraliste, mais tu sais, j'ai fait de la communication, j'ai fait du légal, les finances, évidemment, ça fait partie de mon sac à dos, mais j'ai participé aux opérations, j'ai fait des plans stratégiques, des grands changements, beaucoup d'acquisitions, de ventes d'entreprises, des plans vraiment d'affaires où on faisait des gros changements. Fait que je me rends compte que ça a contribué à ça. Tu sais, parce que veux pas, je gérais une PME tantôt, je l'ai dit chez nous, hein. Tu sais, il fallait voir à tous les besoins des travailleurs, tu sais, j'ai fait adapter ma maison, j'ai fait des rénaux. Fait que, tu sais, j'ai dû travailler sur plein d'aspects pour contribuer. Quand je disais, je faisais pas de développement d'affaires, mais je faisais de développement de services avec les CLSC, fait que ça m'a emmené. Fait que dernièrement, quand je me suis fait dire ça, puis c'est vraiment récemment, hein, j'ai fait, ah ben, mon Dieu, ça a vraiment contribué à ce que je suis devenue aujourd'hui. Fait que, Nathalie, oui. excuse-moi, tu parlais, tu as eu un bon... j'observe dans tout ce que tu dis qu'il y a certains dénominateurs communs là, qui pop, hein. Donc, tu as parlé de communication, tu as parlé d'oser, tu as parlé de plaisir, tu as parlé d'accompagnement et d'aide. Est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui demandent de l'aide? Est-ce qu'ils en demandent assez d'aide? Puis est-ce qu'ils sont capables aussi de mettre le plaisir dans leur vie? Parce que on observe souvent qu'ils travaillent, ils travaillent beaucoup. Les entrepreneurs là, au Québec, ils travaillent énormément. Mais est-ce que, c'est ça, demander de l'aide, ça fait partie de leur ADN? Est-ce que d'avoir du plaisir, ça fait partie de leur ADN? Tu en rencontres plusieurs dans ton offre de service que tu fais maintenant. Tu en as rencontré plusieurs à travers tes expériences de conseil d'administration et autres. C'est quoi ton diagnostic là-dessus? Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement eux qui vont demander de l'aide. Sauf que ce que je vois de plus en plus aujourd'hui, tu sais, le regroupement, les chefs, là, ça s'appelle plus les chefs là, dans l'entreprise là, sur la rive Entre sud. chefs. Entre Entre chefs, c'est chefs. ça. Tu sais,
c'est vraiment populaire. Fait qu'ils sont vraiment tentés d'aller parler avec d'autres gens qui vivent la même chose. Bon, est-ce que les gens ont chacun leur entreprise? Moi, c'est là que je pense que, tu sais, je vais pouvoir intervenir. Tu sais, je disais, je veux pas faire d'analyse puis de rapport à pu finir. Je veux être capable qu'on fasse un plan d'action avec des actions payantes, là. Oui, oui, il y a plein de priorités, mais c'est quoi les plus urgentes? C'est quelles qui vont apporter des changements? Puis moi, c'est clair que, tu sais, la bonne humeur, faut redonner ça parce que, tu sais, moi, dans le fond, là, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée, là, mais Les 5 grands rêves de John Strelicky. Dans le fond, moi, ma raison d'être, c'est de sentir que je peux redonner la raison d'être aux entrepreneurs. C'était quoi leur raison d'être quand ils ont créé leur entreprise avant la pandémie? C'est certainement pas celle pour lesquelles ils se lèvent ces jours-ci, là. C'est plus pour gérer des enjeux. Fait que moi, mon rêve à moi, c'est de leur retrouver, qu'ils retrouvent c'était quoi leur raison d'être. Puis ça va redonner la bonne humeur aussi, là, tu sais, parce que quand t'es, puis moi, c'est sûr qu'évidemment, puis tu sais, je vais peut-être être un peu sélective quand je vais dire ça, mais moi, si quelqu'un n'a pas le goût de, tu sais, d'avoir une ouverture puis de travailler sa culture d'entreprise ou même le bonheur au travail, évidemment, je pense pas que je suis la bonne personne parce que moi, oui, je suis une fille de finance, puis je vais regarder leurs états financiers, puis tout ça, mais pour moi, ça fait tellement partie tu sais, de la vision globale. Fait que c'est sûr qu'il faut que les entrepreneurs, en tout cas avec qui moi j'ai le goût de travailler, puis c'est vrai qu'ils ne demandent pas d'aide, mais je pense qu'ils commencent à être à bout. Tu sais, j'en ai rencontré plusieurs, là, puis l'histoire du remboursement de prêt là, du fédéral, là, je peux dire que ça fait. On voit Juliette et Chocolat, ça m'a fait de la peine quand j'ai entendu, tu sais, c'était dans le monde de l'industrie de la franchise, mais c'est clair que ça met une pression incroyable, là, puis fait que peut-être que c'est pas naturel de demander de l'aide, mais je pense que là, il va falloir que, tu sais, ça arrive. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont en contact avec les PME, donc souvent, ça vient par eux parce qu'ils sont conscients que leur client a besoin d'aide ou de différents volets, là. C'est pas, j'ai pas une offre de service euh, fixe. On va l'adapter aux besoins tu sais, du groupe, là, ou de l'entreprise. Mais moi, je suis Certain. tellement convaincue là, qu'on peut aider, là. Oui. Tu as parlé aussi, ce que j'ai remarqué, tu as été capable d'amener différentes fonctions de l'entreprise à travailler en équipe plutôt que de travailler en silo, hein. Donc, que ce soit au niveau des ventes, au niveau, si on reprend l'exemple de Pacini, tu as les ventes qui sont finalement le service de table, tu as la cuisine, tu as l'entretien, tu as le personnel administratif. Mais à un moment donné, tout le monde s'est senti investi de la même mission. Hein? Puis c'est facile quand on a différents départements de travailler en silo. Puis là, toi, tu as réussi à amener tout ce monde-là en équipe. Euh, c'est quoi l'ingrédient pour faire ça? Ben, honnêtement, c'est pas moi qui a inculqué ça dans la culture. C'était déjà là, ça, dans la culture de Patchy quand je suis arrivée. C'est-à-dire que au siège social, on va commencer par le siège social avant de parler des franchisés, puis je vous dirai mon apport aussi, là, mais on avait fait en sorte que les opérations soient au cœur de la business et que ce n'était pas les finances, la technologie, le marketing qui menait, là. C'était au cœur des opérations. Les opérations étaient au cœur et les services étaient au service des opérations. Puis il y avait un système de body en chaque directeur de la restauration, là, qui avait plusieurs restaurants sous sa gouverne, était body avec un des directeurs de service. On changeait aux 2 ans, de sorte que à chaque fois qu'on avait un projet, moi j'ai fait beaucoup de projets en technologie. Là, je me souviens, j'ai emmené les cartes cadeaux avant que je sois présidente, là, plus au moment où j'étais contrôleur. Et j'ai fait ça en collaboration avec les opérations. Ça n'aurait jamais fonctionné dans les restaurants si j'avais essayé, moi, seule dans ma tour d'ivoire, là, on va dire ça comme ça. Fait que ça, c'était déjà une valeur importante. Moi, je pense par mon leadership, j'ai fait encore plus, tu sais, nouer, fait prendre le ciment. Puis moi, je pense que j'ai eu un grand rôle aussi dans la relation avec les franchisés. Euh, pour vraiment ramener ce relationnel-là avec le siège social, puis parce que c'est pas toujours facile, le monde de l'industrie de la franchise, il y a le franchiseur, il y a les franchises. Je me souviens, avec notre comité marketing, j'avais fait en sorte que les franchisés aient une voix.
Fait que ça, je pense que c'était beaucoup apprécié. D'ailleurs, quand les gens ont appris mon départ, là, j'ai eu plein de beaux messages des franchisés. Fait que moi, je pense que j'ai fait prendre le ciment à travers ça. Je pense que c'était une de mes grandes contributions. Nathalie, comme tu sais, on reçoit des entrepreneurs et entrepreneureux à toutes les semaines. J'ai deux questions pour toi. Là. En fait, je vais commencer par ma première question. Quelle est la question que tu aimerais que nous posions à nos prochains invités? C'est une question qui t'a servi dans la vie, une question qui te sert encore aujourd'hui dans ta vie de happy consultante, une espèce de grande question parapluie qui ouvre des discussions intéressantes. Ça serait quoi? Ben moi, tu sais, je suis un peu comme ça, même avec mes clients. Je fais du coaching aussi, individuel. Je suis de même. Moi, je veux tout savoir des personnes. Je veux savoir ils viennent d'où. Tu sais, jusqu'à leur naissance, là. Tu sais, pour moi, là, c'est pas juste le professionnel. J'ai besoin de comprendre, tu sais. Fait que je pense que c'est important aussi tu sais, c'est pas vrai qu'on est arrivé dans la vie à un moment donné à 18, 20 ans ou au début de notre carrière. Fait que je pense que c'est important notre origine aussi, tu sais, nos influences. Euh, Puis je vois comment les gens sont toujours surpris quand je leur pose la question et soudainement, ils se mettent à me parler de leurs parents puis l'influence qu'ils ont eue. Fait que je trouve que c'est une question intéressante pour apprendre à connaître vraiment les gens. Et comment tu la formulerais la question? Comme quelles sont vos influences? D'où venez-vous? Ce Bon, serait moi, quoi je la leur question dis, comme telle? non, ben moi, je dis toujours, moi, vous savez, là, je suis très curieuse, je veux tout savoir de vous. Fait que, OK. OK, t'es né où? Tu sais, puis, hey, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? T'as-tu des frères et des sœurs? Tu sais, puis là, c'est là que j'apprends des fois que, bon, le père était un entrepreneur. Puis, tu sais, il y a des choses. Puis, les hommes, je dirais plus que les femmes, sont un peu timides à parler leurs origines. Hmm. Les femmes ont Et un peu plus un livre ouvert. ma prochaine question, tu sais, tu mentionnais tes groupes de femmes, entre autres, Oui. puis tu sais, bon, tu étais surprise et tu nous as nargué un peu là, sur le fait que tu étais la première, mais on t'avoue que c'est assurément tu es la première d'une série de plusieurs. Est-ce qu'il y a des femmes en particulier que tu admires dans le Ah, oui. terroir entrepreneurial québécois? Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes? Ben, moi, en fait, une qui a toujours fait partie, Sophie Brochu. Puis pourquoi? C'est à l'époque où elle était encore chez Énergie, hein, gaz métropolitain. J'avais entendu. Ben, d'abord, j'ai toujours trouvé que cette femme-là avait une posture euh, authentique, tu sais. En tout cas, bref, j'ai toujours trouvé on voyait son intégrité. Puis un jour, je l'entendais dans une entrevue, puis elle a dit qu'elle, son volet service à clientèle était venu de son expérience comme serveuse chez Pacini. Hey, quelle opportunité! Alors, j'ai trouvé son courriel par le biais de quelqu'un que je connaissais, puis je lui ai écrit, puis 2 heures plus tard, elle me répondait. Puis j'ai dit, écoute, j'aimerais vraiment ça, passer du temps avec toi, je suis impressionnée par... puis elle a accepté, on s'est croisés, en tout cas, à quelques reprises, puis elle m'appelait Madame Pacini, là, mais c'est vraiment... puis l'avenir m'a démontré que qu'est-ce que je voyais d'elle comme authenticité puis intégrité. Là, on l'a vu avec Hydro-Québec puis tout ça. Fait que pour moi, fait que c'est quelqu'un, ça, que j'admire beaucoup. Il y a des gens aussi, pour ce qu'ils font pour les femmes. Janie Duquette, je pense que Normand, tu la connais. Janie a décidé il y a une dizaine d'années elle était à la tête de Darno Quai Darno, puis elle a décidé de se concentrer aux femmes avec vraiment, puis c'est incroyable le chemin qu'elle a fait, puis qu'est-ce qu'elle a fait pour les femmes aussi, là. Fait que c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. En fait, il y en a plusieurs parce que je me souviens, puis là, je cherche son nom, là, vite, mais la première fois que euh, j'ai entendu une femme qui expliquait qu'elle était sur un conseil d'administration, puis il n'y en avait pas beaucoup de femmes, là, il y a 20 ans, là, sur les conseils d'administration. Ça m'a beaucoup motivée à aller m'impliquer puis à le faire. Fait que moi, je dirais que j'ai été beaucoup teintée des gens que j'ai rencontrés, mais des hommes aussi, là. J'ai rencontré des hommes vraiment incroyables que j'ai rencontrés à travers mon parcours, mais beaucoup de femmes avec le temps. Puis moi, j'ai jamais, ce qui est beau aujourd'hui, je trouve, en tout cas, moi, je le vis comme ça, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui m'appellent parce que des fois, ils sont dans un moment
Puis on leur dit, ben appelle Nathalie. Puis je fais juste jaser avec eux autres, puis je trouve ça intéressant. Puis à un moment donné, on fait référence à l'aide d'une de mes amies qui m'avait dit, ça te fait-tu du bien quand tu as l'impression d'aider, tu sais, quelqu'un? Parce que je lui parle, puis peut-être je ne reparlerai plus, là. Je dis, ah oui, j'ai vraiment c'est un super sentiment, tu sais, que j'ai pu contribuer. Fait qu'elle me dit, ça serait le fun que tu donnes la chance à d'autres de t'aider aussi, puis d'avoir ce sentiment-là. Fait que quand je disais des fois qu'on n'ose pas demander de l'aide, là, ben, fait que moi, ça m'est resté. Fait que maintenant, je me gêne pas. Quand j'ai des petits enjeux ou quand j'ai des questionnements, dernièrement, je fais beaucoup de réseaux sociaux là, pour lancer mon offre de service. Puis des technicalités, je me suis mis à appeler des gens de mon réseau. Puis les gens sont heureux de nous donner un coup de main. Fait que moi, je parle beaucoup aux femmes pour qu'elles osent vivre leur plein potentiel, mais il faut aussi oser demander de l'aide. C'est ce que je réalise. Là. Si tu pouvais donner un conseil, disons, tu rencontres une jeune femme de, je sais pas moi, 22, 23 ans qui sort de McGill, tiens, tu as parlé que c'est une école à laquelle tu aurais aimé aller. Elle sort de McGill, elle a fait son BCom, elle a la fibre entrepreneuriale, puis elle a la chance de rencontrer Nathalie. Quel conseil lui donnes-tu? Eh bien, moi, je peux pas dire autre chose que d'oser. Puis oser, ça veut pas dire de faire un geste incroyable nécessairement. Ça peut être oser des petits pas pour commencer, mais on n'a tellement rien à perdre. Là. Tu sais, je leur donne plein d'exemples là, dans ma cohorte. On a tellement rien à perdre. On a tout à gagner. Fait que moi, c'est vraiment clair. Oser. Parce que on a une tendance, puis tu sais, je dis toujours, ça n'a rien à voir avec les hommes, tu sais. Ça fait partie de notre génétique, là. On voit un poste, puis on a juste 80% du poste, puis on se dit, ah non, j'ai pas tout ce qu'il faut. Hey, oser. Fait que moi, ça serait ça mon meilleur conseil. Tu mentionnes que à travers le coaching, la consultation que tu veux faire, c'est beaucoup d'aider les personnes à retrouver leur raison d'être ou d'en trouver s'ils l'ont jamais vraiment eu. Ah oui, ouais. Puis on le sait, Nathalie, une raison d'être, c'est pas faire du profit. Tu sais, ça, c'est le résultat de quelque chose, c'est une mesure. Est-ce que tu peux nous partager une raison d'être qui t'a particulièrement touché ou inspiré, dans laquelle tu as participé un peu à la création, puis tout d'un coup, elle a été nommée? Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Ben, écoute, c'est différent d'un endroit, d'une personne ou d'un entrepreneur, mais j'aurais le goût de dire la raison d'être à l'époque de Pacini. Tu sais, en tout cas la mienne, puis en passant, on a une raison d'être personnelle puis une professionnelle. Hein? Ça serait le fun que les deux Soit aligné d'une certaine soient façon ou alignés parce ouais. que c'est impossible. D'ailleurs, si on a des employés qui n'ont pas la même raison d'être que l'entreprise, honnêtement, je comprends que c'est dur en situation de pénurie de ressources humaines, là, mais on devrait penser que c'est peut-être pas la meilleure ressource pour notre groupe. Mais, tu sais, la raison d'être, c'était, nous autres, on voulait faire vraiment vivre l'expérience italienne. D'ailleurs, moi, ça fait 7 ans que je prends des cours d'italien une fois par semaine. Là. Puis, c'était pas pour Pacini nécessairement. Moi, j'avais un trip d'italien. J'avais lu le livre M, c'est quoi, Mange, Prie, M, là, où elle décide d'aller vivre en Italie. Mais moi, c'était tellement clair qu'on voulait que les clients vivent vraiment une expérience italienne comme l'Italie, là, pas juste l'italien commercial. Puis, on voulait faire vivre ça le plus de gens. Ben oui, évidemment, il fallait faire des profits, tu sais, si on voulait vivre. Mais c'était ça la raison d'être à l'époque, tu sais, Fait que moi, j'ai toujours été. Puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ma raison d'être, là, c'est quand je termine avec un client, puis je sens tu sais, qu'il y a peut-être une petite lumière. Puis moi, j'ai dit toujours, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Puis je suis bien placée pour avoir été dans des tunnels, là, autant professionnels que personnels. Puis il y a toujours une lumière. Des fois, on ne sait pas si c'est le train qui s'en vient nous frapper, là, mais normalement, c'est c'est le soleil. Là. Puis, tu sais, fait que la persévérance aussi, là, la résilience, ça fait partie des valeurs tellement importantes là, dans nos parcours. Écoute, Nathalie, on tire pas mal à la fin de cette entrevue-là. Moi, je suis vraiment satisfait, vraiment content d'avoir fait ta connaissance. J'ai retenu, euh, j'ai retenu plein de choses, en fait. Joie de vivre, qui est vraiment autour de ton discours, qui est le cadeau que ton conjoint t'a fait, je pense, à l'époque. L'humain qui est au cœur de tout pour toi, autant en affaires que dans la maison, que dans ta nouvelle vie de happy consultante.
Présidente, si je peux me permettre de te corriger, là, parce que j'ai repris mon rôle de Happy Présidente maintenant. Là, Ah, d'accord. Fait qu'il y a vraiment Happy Présidente accompagner qui est les devenue Happy présidents. Consultante et c'est Happy Présidente. Oui, D'accord. j'ai repris ma posture de présidente pour accompagner les PDG et les entrepreneurs. Excellent. Merci de l'avoir souligné. Raison d'être, je retiens tout simplement, tu sais, que c'est quelque chose qui te fait vibrer de voir la raison d'être émerger, éclore ou se reconnecter. Grand désir de contribution, grand désir d'aider les gens. Et puis, j'ai beaucoup aimé en particulier quand tu as réalisé que tout ça, c'est juste possible si toi, tu acceptes aussi de te faire aider, de te faire contribuer. Hein? C'est que, alors moi, ce sont comme on dirait en anglais, mes takeaways de notre rencontre aujourd'hui. Ben, Normand, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Ben oui, en fait, on en avait déjà plusieurs que je voulais souligner, mais le réseautage. Hein, tu as parlé beaucoup t'as parlé du réseautage, de l'importance d'en développer un, de l'importance de l'entretenir, ce réseau-là, puis de s'en servir. C'est pas pour mhm. rien qu'on a un réseau. C'est pas juste pour parure, mais de s'en servir. Bien sûr, tu as parlé d'oser. Puis oser, tu l'as tellement bien mentionné, c'est pas juste d'un point de vue professionnel, mais c'est oser d'un point de vue personnel aussi. Puis de connaître où sont nos limites, mais en osant, on se rend compte souvent que sont plus loin qu'on pensait nos limites. Hein? On les dépasse, puis finalement, on vient à l'aise avec ça, puis on s'en fixe une nouvelle. Mais tout ça fait partie de la confiance qu'on développe en nous, puis comment on entretient tout ça. Donc, merci d'avoir mentionné ces points-là, Nathalie. C'est des bons rappels souvent de où on est parti, mais comme tu l'as dit tantôt, à cause de la COVID ou à cause d'un paquet de choses, on perd un peu le focus, puis de se rappeler ces éléments-là, ça nous permet de retrouver notre raison d'être, justement, puis de repartir sur des bases qui sont beaucoup plus plaisantes et constructives. Alors, merci beaucoup. Absolument. Ben, merci à vous tous. C'était vraiment fun de jaser avec vous, quoique je sais que j'ai pas mal jasé, là, mais en tout cas. Alors, Nathalie Lehoux, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de ton temps. Femme de cœur et de tête, happy présidente. Bonne continuité, bonne chance dans tout le reste de ton parcours. Ben, merci, bravo pour votre belle initiative. Bonne journée.